Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de M, le mag de la rédac. C'est le cousin du journal Spirou, le petit nouveau des éditions Dupuis, Groom, dont le premier numéro est paru aujourd'hui. Ce nouveau magazine décrypte l'actualité en BD. Je recevrai le directeur éditorial de Dupuis et l'un des auteurs pour nous en parler. Et on terminera cette émission en musique avec un phénomène nommé Mister Cover qui remplit l'ancienne Belgique. Samedi, il joue à guichet fermé. Le concert est sold out. Le succès de ce groupe de cover, de reprise, est tel qu'une date est prévue à Forêt Nationale à la fin de l'année. Ce sera au mois de décembre. Mais on démarre cette émission en parlant de sécurité routière, ou faut-il plutôt dire insécurité, Benoît Godard. Bonsoir, puisque Bonsoir. l'enquête en fait, que l'IBSR a menée, donc l'Institut belge pour la sécurité routière, porte sur l'insécurité, le sentiment d'insécurité des Belges. C'est une enquête en fait qui a été menée dans d'autres pays également. Les résultats viennent d'être dévoilés et il y a des spécificités en Belgique et par région également. Et qu'est-ce qu'on peut en retenir au niveau de Bruxelles ? Au niveau de Bruxelles, ce qui ressort certainement, c'est le mode de transport utilisé. 3/4 des Bruxellois disent avoir utilisé les transports en commun au cours de l'année écoulée, alors qu'il n'y a qu'un tiers des Wallons, par exemple. Donc là, on voit vraiment une utilisation très forte du Bruxellois vis-à-vis des transports en commun. C'est très positif, et pour la mobilité et pour la sécurité routière. Par contre, seulement 20% des Bruxellois disent avoir utilisé le vélo au cours de l'année écoulée. C'est peu, c'est aussi peu que le Wallon, c'est beaucoup moins que le Flamand, évidemment. Et d'ailleurs, le Bruxellois se sent en insécurité à vélo, c'est ce qu'il dit ici. Il se sent vraiment en insécurité à vélo. Ça, c'est assez remarquable parce que, à l'inverse, le Flamand, lui, se sent en sécurité. Donc, il y a un effet de nombre qui joue. Plus le nombre de cyclistes est élevé, plus il se sent en sécurité. Et d'ailleurs, le Bruxellois est très favorable à l'imposition du port du casque. Donc, il demande des mesures. Alors que le Flamand, lui, ne veut pas parler du casque, il se sent déjà en sécurité. Alors, on sait que c'est une compétence, la sécurité routière, qui a été scindée et que maintenant la région bruxelloise, depuis la 6e réforme de l'État, a des compétences en cette matière-là. Ce qui peut être étonnant, finalement, puisqu'on essaye déjà d'avoir les mêmes règles pour l'Europe au niveau de la sécurité routière, au niveau de la circulation. Mais qu'est-ce qui est spécifique à la région bruxelloise ? Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme compétence? C'est plus au niveau de la formation des conducteurs? Voilà, c'est ça. Donc le code de la route reste une matière nationale, fédérale. Par contre, la formation à la conduite est une matière régionalisée. Et donc, ce sont les régions qui, aujourd'hui, ou demain d'ailleurs, vont déterminer quelle formation les futurs conducteurs vont devoir suivre pour apprendre à conduire. Oui, parce que donc il y a maintenant des réformes donc, qui vont être en cours, et notamment Bianca Debat, secrétaire d'État bruxelloise, annonce qu'elle va introduire la notion de civisme et de respect dans cette formation des conducteurs. Est-ce que c'est une bonne chose, cette idée? Oui, bien sûr, elle a raison. Et d'ailleurs, c'est pointé du doigt dans notre enquête d'insécurité routière. Quand on demande aux Belges, tiens, qu'est-ce qui vous irrite finalement? On retrouve systématiquement, la distraction. Le conducteur belge, dans 90% des cas, a été confronté à un conducteur distrait et ça l'irrite. Et alors, deuxièmement, l'agressivité au volant. Et donc, forcément... et ça, c'est quelque chose qui est plus important maintenant, l'agressivité au volant, qu'il y a quelques années? C'est quelque chose qui est plus important aujourd'hui qu'il y a 10, 20 ans. Aujourd'hui, on sait quand on prend la voiture, on ne sait jamais quand on arrive à destination avec les bouchons, les travaux, etc. Et forcément, le Belge, le Bruxellois en particulier, est irrité. Et donc, ça suscite une agressivité au volant, d'où la nécessité, dans la formation, d'avoir une espèce d'accent qui est mis sur le civisme, sur la nécessité de rester courtois, puisque la courtoisie est contagieuse au volant, et donc ça peut profiter à tout le monde. On pourrait imaginer que ce manque de courtoisie puisse être à certains moments puni par la loi. Mais dans la majorité des cas, lorsque vous manquez de courtoisie, vous ne respectez pas le code de la route. Quelqu'un qui s'immobilise au milieu d'un carrefour, c'est puni par le code de la route. Quand vous tournez à gauche sans mettre le clignotant, c'est puni par le code de la route. Donc souvent, quand vous talonnez un conducteur qui est devant vous, c'est puni par le code de la route.
route. Donc souvent, ce sont des petits comportements qui sont déjà punis par le code de la route. Et quand vous parliez de la distraction, c'est essentiellement dû aux nouvelles technologies, au volant, aux smartphones. Ça, malgré le fait qu'on n'arrête pas de répéter et que ça coûte cher quand on se fait prendre. C'est un véritable fléau. Il y a plus de 100 000 Belges qui se sont fait contrôler et malgré tout, toute personne qui circule quotidiennement dans les fils le verra. Pratiquement tous les conducteurs ont pris l'habitude de rentabiliser entre guillemets leur temps en consultant leur GSM, en consultant leurs emails, en envoyant des SMS. Et évidemment, le motard qui traverse, qui fait les fils, va aussi être lui en danger, de même que le piéton. Et donc, c'est devenu véritablement un fléau ces derniers temps. Alors, il y a aussi un élément dont on a parlé souvent ces derniers temps, ce sont les délits de fuite. Parfois, après des accidents très graves, il y a eu le cas plusieurs fois en Flandre dernièrement avec des enfants qui ont été renversés. Encore le week-end dernier, c'est une dame devant le shopping d'Anderlecht qui a été renversée et le chauffard a continué sa route. Est-ce que c'est un phénomène nouveau, cette multiplication des délits de fuite? Alors, les délits de fuite, il n'y a pas vraiment une augmentation quand on regarde les chiffres à long terme. Ce qui est en augmentation cette dernière année, je vais dire, c'est le nombre de délits de fuite après accident mortel. Et là, c'est difficile d'agir, évidemment. Il faut continuer à enfoncer le clou au niveau des contrôles, puisque une certaine partie des délits de fuite sont dus au fait que le conducteur n'est pas en règle, que ce soit au niveau de l'assurance, de l'alcool, etc. Donc, en augmentant le nombre de contrôles, on empêchera aussi les délits de fuite d'être commis. Alors, quand on compare encore les résultats de cette enquête en Belgique et dans les pays limitrophes, on se rend compte que le Belge a l'air plus tolérant par rapport à la conduite en ayant bu un petit verre. Donc, on sait que maintenant, ce qu'on va introduire, c'est la tolérance zéro pour les tout jeunes conducteurs qui viennent d'avoir leur permis. Et les Belges, ils sont favorables. Mais par contre, une fois qu'on est un conducteur averti, là, c'est plus toléré et moins dans les autres pays. C'est vrai. Alors ça, c'est la grosse déception de cette enquête, c'est que le fait qu'un Belge sur 5 dit voilà, au cours du mois écoulé, j'ai pris le volant en étant au-dessus de la limite. Bon, évidemment, c'est une perception du conducteur, donc c'est peut-être pas nécessairement correct, mais c'est quand même inquiétant. C'est 2 fois plus qu'aux Pays-Bas et en Allemagne, par exemple. Et en ce qui concerne le bruxellois, lui, ça se dénote un petit peu par rapport aux autres régions. Il est plutôt favorable aussi à une tolérance zéro pour tout le monde, tandis que dans les autres régions, il n'en est pas question. Donc ça, c'est quand même un bon point. Maintenant, il faut noter que 80% des Belges sont pour une tolérance zéro vis-à-vis des jeunes conducteurs. Donc ce sera la première étape. Ouais. Et peut-être que d'ici quelques années, on ira plus loin. Et lors de ces fêtes de fin d'année, on sait que c'est une période où les gens ont peut-être plus tendance à prendre le volant en ayant bu quelques verres. C'est un regret que vous formulez, le fait qu'il y ait eu moins de contrôle systématique Il y a les résultats intermédiaires donc, qui vont de fin novembre jusqu'à la Noël montrent qu'il y a eu davantage de contrôles à Bruxelles que l'année passée. Donc les journaux qui par exemple ont dit... Ils ont été organisés différemment. Ils ont été organisés différemment. Il y a moins eu de gros contrôles pendant toute une demi-journée sur de grands actes. Mais les contrôles d'aujourd'hui sont plus mobiles. Et de toute façon, c'est nécessaire avec les réseaux sociaux. Au bout d'une demi-heure, tout le monde sait où les policiers se trouvent. Et donc, il faut bouger plus. Mais les résultats intermédiaires sont très clairs. Il y a eu plus de contrôles à Bruxelles au cours des premières semaines de la campagne Bob. Et ça va probablement continuer puisque la campagne Bob dure jusqu'à fin janvier. Et est-ce qu'ils ont donné leurs résultats au niveau... est-ce qu'il y avait beaucoup de conducteurs qui conduisaient sous l'influence de l'alcool Il reste 3,5% de conducteurs qui conduisent sous l'influence de l'alcool à Bruxelles. C'est dans la moyenne. Il y a toujours un peu plus de conducteurs sous l'influence de l'alcool en Wallonie qu'en Flandre, et Bruxelles est entre les deux. Donc, par rapport à il y a quelques années, les résultats bruxellois sont quand même nettement meilleurs, on peut le souligner. Alors, on va terminer là-dessus. Donc, la ministre Galland veut vraiment diminuer sensiblement le nombre de tués sur les routes. Et donc là, on parle vraiment pour toute la Belgique. En 2014, on en dénombrait 727. On veut arriver à 420 d'ici 2020. Enfin, ça fait une diminution de combien et comment est-ce qu'on va y arriver? On va intensifier les campagnes. C'est vraiment avec la prévention qu'on va y arriver? Oui, en fait, on a pris le chiffre de 2010 qui était 840 tués et on l'a divisé par 2. Et donc 420, c'est une réduction de 50% par rapport aux 840 de 2010. 420, c'est évidemment 420 de trop. Et c'est réaliste C'est réaliste. Maintenant, il va falloir mettre les bouchées doubles, c'est clair. Il y a une quinzaine de mesures qui ont été annoncées. Il va falloir les appliquer. La lutte sera en priorité contre les 3 grandes causes de l'insécurité routière, de la mortalité routière, à savoir dans l'ordre la vitesse, l'alcool,
le non-port de la ceinture, bien que ça aille nettement mieux. Et si on ajoute la distraction, on a vraiment les principales causes de la mortalité routière contre lesquelles il faudra lutter au cours des prochaines années pour atteindre cet objectif ambitieux. Merci Benoît Godard d'avoir été mon invité dans M ce soir. Et on poursuit avec un nouveau venu aux éditions Dupuis qui vient de paraître aujourd'hui, un magazine titré Groom. Sergio Honoré, vous êtes le directeur éditorial des éditions Dupuis, bonsoir. Et bonsoir. Jacques Louis, vous êtes l'un des auteurs qui participent à ce nouveau magazine Groom. On peut dire que c'est un cousin du journal Spirou ? C'est un cousin du journal Spirou, et puis c'est la fonction de Spirou. En fait, il est groom. Spirou est né en 1938 pour servir la jeunesse, et le groom le refait encore une fois en 2015. Alors, il est tout chaud, parce qu'il est sorti aujourd'hui dans les kiosques. Vous êtes fiers On est très heureux. Oui. Enfin, toi, je ne sais pas, mais en tout cas, j'en suis très, très fier. De ma planche, en tout cas. En tout cas, il y a presque 100 pages et c'est dense. Oui. Il y a énormément de choses, donc beaucoup de planches, évidemment, mais il n'y a pas que ça. On va en parler. Quelle est la spécificité de ce nouveau journal ? On va d'abord peut-être voir cette planche qui est l'éditorial qu'on trouve en première page, où on retrouve les personnages bien connus, Fantasio et Spirou, qui réfléchissent à ce projet de Groom. En fait, le projet du Groom est arrivé, c'est vrai que l'actualité 2015 a été particulièrement riche et brutale aussi. Et donc, on a réfléchi aux éditions Dupuis comment proposer à la jeunesse, puisqu'on s'adresse avec le journal de Spirou majoritairement à la jeunesse, comment proposer une alternative à la brutalité des images de l'actualité. Et donc, on s'est dit qu'en bande dessinée, on pouvait obtenir une distance et donc forcément expliquer l'actualité de manière peut-être plus reposée, avec une distance et avec un peu plus d'ouverture. Alors, ça était difficile parce qu'au moment du bouclage, vers le 15 novembre, l'actualité a rebondi. Donc, il a fallu encore une fois... Il a fallu réagir vite avec les attentats de Paris. Et donc, il a fallu réagir à chaud avec la volonté de prendre de la distance. Ça n'a pas été simple. Alors, l'idée, effectivement, donc, c'est de décoder l'actualité qui est, selon vous, elle est livrée de manière trop brute aux enfants pour qu'ils parviennent à la comprendre, à la décoder eux-mêmes. En fait, la première réflexion est arrivée avec les attentats de Charlie il y a un an. Et c'est vrai que c'était difficile pour les enseignants ou pour les parents d'expliquer ce qu'était Charlie Hebdo en montrant Charlie Hebdo. En tout cas, à des jeunes enfants, c'était assez incompatible. Et donc, on a fait un journal de Spirou qui rendait hommage à Charlie. Et ce journal de Spirou a plus facilement rentré dans les salles de classe ou chez les parents. Et donc, ils pouvaient s'en servir comme support pour expliquer l'actualité. Donc, c'est la même volonté, en fait. Ouais. Et alors, après, comme vous le dites, vous avez été vraiment servi, peut-être malheureusement, donc par cette actualité qui a eu lieu en 2015, on peut voir en image, parce que c'est vraiment une rétrospective de l'année. Donc ça commence effectivement par Charlie, et puis il y a des questions environnementales, on va voir tout cela défiler, le scandale à la FIFA, on parle du Népal, du problème des migrations, de la sortie de Star Wars, de la longévité de la reine d'Angleterre, tout y passe. Mais ce qu'on remarque, évidemment, en voyant ces images, c'est qu'il y a une énorme diversité graphique. Et Jacques Louis, vous êtes l'un des nombreux auteurs en fait qui ont participé, parce qu'ils sont très très nombreux qui ont participé à ce numéro. Qu'est-ce qui vous a convaincu Déjà, en termes de défi, c'est vraiment un gros défi de pouvoir parler de l'actualité, de faire une bande dessinée qui a un autre objectif que de simplement divertir. Mais malgré tout, c'est quelque chose aussi de très stressant parce qu'en fait, on change de métier. On doit, en ce qui me concerne, j'ai dû justement illustrer les Bruxelles qui étaient en Menace 4, mais je l'ai fait alors qu'on était en Menace 4. Où j'avais aucun recul, j'avais aucune information. Donc, effectivement, il y a quelque chose un vrai défi à faire ça, mais aussi beaucoup de questions qui se posent, surtout que c'est le premier numéro, on n'avait rien vu de ce que les autres faisaient, on ne savait pas encore trop ce que serait vraiment la ligne éditoriale. En gros, vous le découvrez aujourd'hui, l'ensemble. Tout à fait, ouais. Oui, c'est ça, c'est la première fois que je vois les travaux des autres.
Et ça donne bien, vous trouvez qu'il y a une belle unité? Ben oui, ce qui me marque vraiment, c'est qu'on retrouve tout à fait l'esprit Spirou. C'est vrai qu'en faisant ma planche, moi je me demandais, est-ce que les autres vont faire vraiment de la BD reportage? Ben, finalement, non, il y a encore cette optique qui est propre à Spirou, créer des univers, créer des personnages, avec cette espèce de surcouche de réalité derrière, ce qui est compliqué parce que on essaye de ne pas lui manquer de respect à cette réalité, ni dans le cas d'actualité un peu forte, on essaye de respecter les drames, les victimes et tout ça. Donc, Ouais. enfin voilà, moi je suis pas politicien, je suis pas philosophe, donc j'ai pas une. Et il faut en j'ai une pas beaucoup de planche recul, hein. résumée. Oui. On va la montrer dans un instant. Mais Serge Honoré, d'abord sur le nombre de dessinateurs qui ont participé. C'est vraiment un ensemble de gens qui sont mobilisés pour ce numéro. Alors il y a une cinquantaine d'auteurs, qui sont aussi bien des auteurs qui ont l'habitude de participer au journal de Spirou, mais d'autres aussi. Et je dois avouer qu'il y a eu un véritable enthousiasme à l'idée de pouvoir travailler sur l'actualité, mais avec un regard décalé, comme Jacques le disait, quelque chose qui soit parfois plus poétique. Je pense à José Luis Munuera, qui est un dessinateur espagnol et qui a expliqué la crise des migrants avec des dinosaures. Oui, oui. Et puis il y en a un deuxième après sur la crise des migrants qui est fort émouvant aussi. Hein. Oui, et qui là est beaucoup plus réaliste, Oui. et qui est une histoire de Zidrou qui est très très forte. Donc en fait, dans ce journal, on fait rire et puis par moments, on émeut aussi. Il y a un peu tous les sentiments qui passent aussi. Il y a plein de sentiments, ça passe vraiment par on va dire, par le talent des auteurs. Et aussi, il y a à chaque fois un dossier plus journalistique qui permet de décoder quand même le fait d'actualité aussi. Oui. Alors, on va d'abord voir, Jacques-Louis, votre travail, votre planche sur, vous l'avez dit, le fameux Brussels Lockdown. Ouais. Donc, vous y avez intégré votre univers graphique Ouais. et vous avez effectivement réfléchi. Et donc, ce que vous transmettez sur cette planche-là, c'est l'angoisse, en fait, que les parents ont un peu transmis à leurs enfants pendant cette période-là. Oui, l'angoisse, tout à fait. Et en fait, ça part simplement de. Mais comme je l'ai dit, j'ai fait cette planche alors qu'on était sous la menace Donc, 4. en pleine incertitude Voilà. soi-même, quoi. Ouais. On n'avait pas vraiment d'infos, on se doutait bien ce qui se passait, mais on n'avait pas plus d'infos que ça. Et malgré tout, il fallait retourner à l'école pour les enfants, donc il fallait leur parler. Et donc, c'est vrai que du coup, il fallait effectivement parler de ce qu'on ignorait. C'est pour ça que j'ai pris le point de vue de la petite fille qui raconte sa vision des choses. Parce que finalement, le fait qu'elle ne sache pas très bien ce qui se passe, ça collait bien à l'univers, quoi. Enfin, et à l'information là qui était un peu, qui était troublant. Enfin, on était tous un peu. Oui, c'était vraiment une première aussi pour Ouais, tout voilà, le monde, hein, il y de avait vivre quelque chose ouais. ce genre d'événement. Alors, Serge Honoré, donc vous l'avez dit, après il y a du didactique, hein, vraiment. Il y a des textes qui accompagnent toutes ces planches et qui apportent beaucoup d'informations. Et là, vous avez eu le concours aussi de spécialistes. Vous avez interviewé des spécialistes Tout à fait, on a essayé. pour parler de des attentats, par exemple, de Daesh. On a essayé à chaque fois d'avoir un point de vue d'un spécialiste, et c'est pas forcément le même point de vue qui est exprimé par les auteurs de bande dessinée. Il y a parfois des petites différences, et c'est ça qu'on désirait aussi, c'est que sur un même sujet, on sait qu'on peut en avoir une perception différente et qu'il n'y a pas une vérité toute blanche. C'est aussi l'enseignement qu'on voulait transmettre de manière ludique aux enfants, à la jeunesse et à tous ceux qui liront au Groom. Oui, mais justement, à qui ça s'adresse d'abord? C'est des enfants de quel âge? Au départ, on s'est dit que dès qu'on peut lire, dès qu'on a 8-9 ans et qu'on s'intéresse à l'actualité, on doit pouvoir rentrer dans Groom. Et donc ça, c'est notre public, mais on sait évidemment qu'il sera prescrit à la fois par les parents, par les enseignants et aussi par les fans de BD ou par les fans du journal de Spirou. Ouais, et chacun va avoir peut-être son niveau de lecture aussi en fonction de l'âge qu'il a. C'est ce qu'on espère, évidemment. Et donc il y a l'attrait évidemment du dessin pour les enfants, l'attrait du dessin pour se mettre à lire des choses assez sérieuses. Oui, ça permet de rentrer dedans avec justement une illustration qui soit
facile, pas réaliste dans la plupart des cas, plutôt humoristique, donc un dessin où on peut facilement rentrer dedans. Et donc avec peut-être l'espoir que et les parents et les enseignants l'utilisent à un certain moment comme outil pédagogique. Oui, et d'ailleurs, c'est ce qui est prévu sur le site, spirou.com et qui fait référence à Groom, c'est de pouvoir accompagner les enseignants et même parfois, s'il le faut, Damien Pérez, qui est le rédacteur en chef de Groom, a l'habitude de se déplacer dans les écoles et pouvoir expliquer la vision des auteurs. Et donc, on va essayer à partir du Groom, c'est de créer encore une fois une communauté à travers notre journal et autour de nos personnages. Alors, il est prévu qu'il y ait 2 numéros par an. Vous vouliez dire quelque chose, Jacques-Louis? Je pense il est prévu 2 numéros par an. Vous allez y participer au prochain, j'imagine. Oui, en tout cas avec plaisir si l'occasion se présente. Oui. Ouais. Et le prochain, il est prévu pour le mois de septembre. Il est prévu pour le mois de septembre. Ce ne sera pas une rétrospective de l'année, puisque ce sera trop tôt. Ce sera probablement... En tout cas, on va essayer que ce soit un sujet d'actualité dont on va offrir une autre perspective, ou bien l'actualité forcée aussi, ce qui pourrait arriver tout au courant de l'année, pour retrouver alors au mois de janvier prochain une rétrospective sur l'année 2016. Eh bien, merci à tous les deux d'être venus nous parler de ce nouveau-né des éditions Dupuis, Groom, que je vous recommande et que je recommande à tous vos enfants. Merci à tous les deux. Merci. C'est un phénomène musical, Mr. Cover, comme son nom l'indique, c'est un groupe de cover, donc un groupe de reprises. Et vous allez l'entendre dans cet extrait, il y en a pour tous les goûts. Voilà pour ces images qui ont été filmées à l'ancienne Belgique. Bonsoir Nicolas Dieu. Vous êtes chanteur du groupe Mr. Cover, l'un des 2 chanteurs, parce qu'il y a une femme qui chante aussi. Là, vous balayez vraiment tous les styles et toutes les époques. Oui, c'est un peu notre objectif, c'est de parcourir l'univers du rock'n'roll, mais aussi de la soul, de la chanson française, de la funk music, et d'aller des années 50 à nos jours. Voilà. Oui, parce que souvent, les groupes de cover sont plutôt spécialisés dans un groupe. Là, vous avez décidé vraiment d'élargir votre public de cette façon-là, de tout proposer. Oui, c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire. Enfin, l'élargir. En même temps, effectivement, comme certains groupes essayaient de se spécialiser, voilà, il y a le spécial Beatles, il y a le spécial U2, Pink Floyd, etc. Nous, on a essayé de continuer à couvrir justement toutes ces années musicales, mais chaque fois avec l'optique de mettre la fête au centre des manifestations dans lesquelles on se produit. Et avec un point commun, chaque fois on reprend des tubes essentiellement. Alors oui, c'est essentiellement des tubes ou des grands artistes. Maintenant, effectivement, on essaie de rester fédérateur. Donc l'optique, c'est où les gens chantent, où les gens sautent, où les gens crient, mais en tout cas, il doit y avoir systématiquement une interaction avec le public. Donc en gros, c'est quoi, une espèce d'immense soirée dansante aussi? Vous avez envie que les gens dansent et se déchaînent, quoi. On a essayé de faire un petit peu, de se réapproprier la musique par rapport aux disc jockeys. On a beaucoup de respect pour eux, mais ce qu'ils font mécaniquement avec des platines ou des ordinateurs, nous on essaie de le reproduire en live. Ouais. Donc où on le fait par thème, par exemple on fait un medley années 80, mais on va essayer justement d'aller toucher le grand public avec le grand standard, mais de temps en temps de faire un petit clin d'œil
pour le vrai fan des années 80 et d'aller rechercher vraiment la petite perle rare qui va provoquer l'émotion, une émotion originale, on va dire ça comme ça. Et vous avez combien de morceaux alors comme ça dans votre répertoire? Vous en avez beaucoup? Vous les avez comptés? Là, depuis 12 ans, oui, je ne les ai jamais comptés, mais je pense qu'effectivement, il doit y en avoir presque quelques centaines. Ça doit demander un travail de fou là derrière, au niveau musical, au niveau du travail, de la voix, de s'approprier les chansons. Vous mettez combien de temps quand vous choisissez un morceau pour vraiment qu'il puisse être présenté sur scène? Alors, quand on a par exemple le nouveau spectacle ici à l'Ancienne Belgique samedi, c'est un nouveau spectacle qu'on présente. On l'a mis au point en 2-3 mois. Et chaque fois, vous enrichissez le répertoire avec d'autres morceaux? Voilà, c'est ça. Il y a des morceaux qui rentrent et qui sortent. Là, cette année-ci, on a vraiment voulu prendre le pari de surprendre notre public un peu plus que les fois précédentes. Et donc, on a renouvelé presque 90%. Il y a des incontournables qu'on ne peut pas enlever. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut pas enlever? Un morceau comme Viva la Vida de Coldplay, par exemple, si on l'enlève, les gens vont... Ils vont le réclamer. Ils vont le réclamer, oui. Il y a un petit clin d'œil à la fin du concert, on fait une farandole générale. Alors ça, c'est un petit clin d'œil parce qu'on nous a régulièrement catégorisé de groupes de bal, mais avec toute la notion péjorative qu'il pouvait y avoir derrière ce terme. Et nous, on s'est dit, oui, mais si on a un groupe de bal, on a un groupe de bal moderne. Et ce n'est pas pour autant qu'on ne fait pas bien les choses, et en tout cas avec le plus d'honnêteté, le plus d'authenticité possible. Et on s'est dit, si vous voulez qu'on fasse vraiment groupe de bal, on va vous en faire une. Et donc là, on fait une farandole générale, mais c'est en plus un gros clin d'œil, c'est un gros pied de nez à nos détracteurs, on va dire ça comme ça. Alors, quand on a un groupe de cover, il faut que la chanson qu'on va interpréter soit la plus proche possible de l'original. On ne va pas la retravailler musicalement, se la réapproprier. Ou parfois, ça doit vraiment ressembler à ce que les gens ont l'habitude d'écouter sur leur CD. Pas forcément, il y a vraiment deux écoles. Il y a les gens qui vont reproduire fidèlement. Et vous reproduisez fidèlement? Non, on n'est pas ce genre de groupe. Voilà, nous on revisite. On revisite sans dénaturer parce que parfois il y a des qui sont de très très bonnes reprises. On va prendre par exemple Milo qui va reprendre IO Technology. Bon, il va la reprendre en acoustique alors qu'à la base c'est un morceau plutôt R&B. Ouais. Alors là, il y a le contre-pied. Nous, on essaie de garder quand même une certaine authenticité, mais sans pour autant aller dans l'imitation. Mais voilà. Vous y mettez votre touche personnelle. Voilà, c'est ça. Ouais. On appelle ça la petite moulinette Mr. Cover. Donc, une fois qu'on a intégré le morceau, on essaie de le restituer avec notre énergie. En fait. Ouais. Vous n'avez jamais eu envie, à un moment, de passer à autre chose et de présenter vos propres morceaux sur scène La plupart d'entre nous, on a nos projets compos où on participe à des artistes originaux. Notre clavieriste, par exemple, travaille avec Antoine Hénaud. Le bassiste a son propre projet. Voilà. Mais on se retrouve dans Mr. Cover. Un peu comme des musiciens dans un grand orchestre classique peuvent se retrouver pour interpréter une pièce. Je veux dire, on ne se sent pas moins légitime qu'un comédien qui, à un moment ou à un autre, intègre une troupe de théâtre pour produire le bourgeois gentilhomme. C'est un classique. On le redécouvre, on le fait redécouvrir. Et finalement, ce sont des chansons qui ne vieillissent pas. Et donc, nous, on se met un peu dans cette posture-là. Et j'imagine avec autant de plaisir sur scène que dans la salle, comme on a pu le voir sur ces images. Et donc, comme j'ai dit, vous êtes en concert à l'Ancienne Belgique ce samedi, mais c'est sold out déjà. Donc, c'était un concert qui avait été reporté à cause de la menace terroriste. Donc, il a lieu ce samedi, mais il y a surtout une date très importante qui s'annonce. Ce sera Forêt Nationale. C'est pas tout de suite, c'est le 3 décembre, mais peut-être qu'il ne faut pas trop traîner malgré tout. On voit qu'il y a déjà des réservations. On voit qu'il y a déjà pas mal de réservations, donc c'est assez encourageant. Et ça nous a même... faire Forêt Nationale, ça doit quand même être quelque chose. Oui, je vous avoue, quand on nous a annoncé ça, on est un petit peu dans nos petits souliers, mais en même temps, c'est un rêve de gosse. Donc, depuis qu'on est tout petit, qu'on est fan de musique, on s'est dit, on rêve d'aller fouler cette salle et de fouler cette scène. Et donc, voilà.
je pense qu'on va mettre les petits plats dans les grands. En plus, ça sera notre 15e Ah oui, anniversaire. c'est pour un anniversaire. C'est notre 15e anniversaire, donc je pense qu'on va essayer de voir les choses de façon très festive. Eh bien, ce sera le 3 décembre, c'est déjà noté dans nos agendas. Merci, Merci à Nicolas vous. Dieu d'avoir été mon invité ce soir. On se retrouve demain, bien sûr, pour un nouveau numéro de M. Passez une très belle soirée.